Alors, bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire sur le contexte réglementaire et la loi AGEC. Aujourd'hui, vous êtes accueillis par Euramatérials et le CRC Interface, pour environ 1h15, 1h20 de webinaire. Nous avons aujourd'hui au panel Fleury Michon avec Monsieur Stéphane Merlet, David Alain du CTCPA, Frédéric Merle de Materials et Céline Morcel de l'ADEME pour la matinée. Donc, globalement, quelques petits points rapides sur l'outil que nous utilisons. Pour le webinaire, vous avez l'onglet chat en bas sur votre écran à droite et l'onglet questions. Donc, le chat pour échanger entre vous et également avec les intervenants et les questions qui vous permettront justement de poser les questions que vous avez et surtout de pouvoir voter pour les questions qui ont déjà été posées pour les mettre en avant. Également, un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé à la fin de ce webinaire. Vous aurez également, aussitôt le webinaire terminé, accès au replay et vous obtiendrez également les supports de présentation d'ici la fin de la semaine. Voilà, si vous avez des questions, l'équipe est là en chat pour répondre à vos questions. Donc, rapidement, le programme, nous allons commencer avec une petite introduction pour vous présenter le contexte qui vous accueille. Ensuite, les actualités réglementaires qui vont être présentées par David Alain. Donc, nous allons parler de la loi AGEC et des 3R. Ensuite, nous aurons le retour d'expérience de Fleury Michon sur la mise en application de cette loi dans une entreprise. Donc, quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on comprend la loi et comment est-ce qu'on arrive à la mettre en place. Et pour finir, Céline Morcel va nous parler de l'appel à projet substitution des emballages plastiques qui peut répondre à des questionnements d'entreprise justement sur quel financement vous aider pour passer la transition. Et pour finir, vous allez comprendre, les mardis de l'emballage, c'est plusieurs rendez-vous. On vous donnera les prochaines dates et également on fera voter sur les thèmes qui vous intéressent pour les prochains rendez-vous. Donc, rapidement, les mardis de l'emballage, qu'est-ce que c'est? C'est un rendez-vous que nous vous proposons, donc Euramatérials et le CERCIA, deux structures basées dans les Hauts-de-France. C'est un rendez-vous qu'on vous propose justement pour faire le point sur tout ce qui est attrait aux emballages alimentaires globalement. Donc, que ce soit l'actualité réglementaire, les tendances, les innovations du secteur de l'emballage alimentaire. Ce sera le moment de discuter de tout cela. Ce sera également le lieu de faire rencontrer les acteurs de la filière. Là, pour le lancement, on est sur un webinaire, mais on envisage également des rencontres en physique pour vraiment favoriser les échanges. Et justement, cet espace d'échange, c'est aussi entre fabricants, entreprises qui utilisent les emballages, les distributeurs. On vous souhaite d'être là nombreux lorsque les échanges se feront en présentiel. Et également, l'idée, c'est de faire remonter les besoins des acteurs de la filière et de pouvoir par la suite co-concevoir des solutions, des projets qui sont vraiment adaptés aux besoins du terrain. D'où l'intérêt de ces rendez-vous qui vous sont proposés. Donc, nous aurons environ 5 rencontres sur l'année, dont celle-ci, et nous aborderons différentes thématiques et vous aurez, la voix vous sera donnée justement en fin de webinaire pour choisir les thématiques qui vous intéressent. Donc, oui, voilà. Juste pour compléter, on est là, effectivement. Comme tu le dis, effectivement, l'objectif, c'est vraiment de réunir donc, les acteurs de l'agroalimentaire, mais de l'emballage également autour de ces thématiques qui sont fortement d'actualité aujourd'hui et auxquelles, effectivement, vous êtes en droit de vous poser beaucoup de questions sur le choix de vos emballages, notamment pour le futur. Et on souhaite effectivement, à travers cette série d'événements, offrir un espace donc, de réflexion et également faire participer les acteurs, pourquoi pas dans des ateliers qu'on pourra organiser à la suite de ces différents événements, sachant qu'effectivement, on essaiera de faire des événements également en présentiel pour pouvoir avoir des échanges, pas seulement virtuels, mais se rencontrer sur le terrain, c'est toujours mieux.
Tout à fait, effectivement. Voilà, tout est dit. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au newsletter pour être informé des prochains rendez-vous. Donc, qui vous propose cela? Donc, le CERCI Interface. Donc, rapidement, c'est une association que certains d'entre vous connaissent. Donc, on est membre de l'ACTIA et du réseau agroalimentaire régional dans les Hauts-de-France et on a pour mission d'accompagner les entreprises agroalimentaires sur des projets de développement et d'innovation et de manière générale de les aider à mettre en place leurs projets voilà, avec les meilleurs acteurs possibles. Donc, dans ce contexte, on est financé par le Conseil régional et également nous sommes labellisés cellules de diffusion technologique grâce au ministère de l'Enseignement supérieur et on est membre de réseaux de centres techniques tels que l'ACTIA qui nous permet également de tisser des liens avec des structures comme le CTCPA. En plus de cela, donc, nous intervenons sur différentes thématiques, donc des thématiques telles que le développement de nouveaux produits, donc pour identifier les enjeux, structurer les projets. Éventuellement, par exemple, s'il s'agit de faire une veille réglementaire sur voilà, différentes thématiques, donc que ce soit de la technologie, de l'emballage, de l'innovation produit. Voilà, nous sommes là pour répondre à votre besoin ou au moins vous orienter vers les bons acteurs. Qu'il s'agisse d'intégrer un nouvel outil numérique, donc là on parlera un peu plus de performance industrielle, de performance environnementale et surtout de digitalisation qui est une thématique d'actualité aussi pour les entreprises agroalimentaires. Également, on co-organise le concours de l'innovation agroalimentaire de la région Food Créative qui est lancé aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à aller nombreux sur le site internet pour voilà, déposer votre dossier de candidature si vous avez un dossier et à nous contacter si vous avez des questions. Et en dehors de cela, on vous aide également à trouver des aides financières pour la mise en place de votre projet. Donc, voilà rapidement qui est le CERCI Interface, mais on va également vous parler de Raw Materials, qui est un partenaire important également des mardis de l'emballage. Oui, alors, merci. On est là. Quelques mots de présentation sur Raw Materials, qui est donc un pôle de compétitivité basé à Tourcoing, donc dans le nord de la France, qui est à la fois d'ailleurs un pôle de compétitivité, mais aussi une structure qui accueille des créateurs d'entreprises, donc incubateurs, des startups également, et un club d'entreprises. Donc, c'est-à-dire, effectivement, on a un rôle d'accompagnement beaucoup plus large que le simple rôle de pôle de compétitivité, puisqu'on accompagne les entreprises de la création du projet, en fait, hein, jusqu'au développement de leurs produits et de leurs innovations. Nous sommes un pôle sur la transformation des matériaux, ce qui veut dire qu'on a un champ d'application assez large qui va du textile jusqu'au métal, en passant par l'ensemble, on va dire, des matériaux d'emballage, à savoir plastique, verre, papier, carton, et la thématique de l'emballage est aujourd'hui, effectivement, un pôle d'intérêt assez fort pour le pôle. Alors, un pôle de compétitivité, c'est d'abord un écosystème. Cet écosystème, il est constitué des membres du pôle qui sont à la fois des entreprises de toute taille, mais aussi des laboratoires, des centres techniques. Et au-delà de ces membres, on va dire tout un écosystème de recherche au niveau régional, voire au niveau national, et également d'ailleurs sur les pays limitrophes européens, puisqu'on est également partenaire dans des projets européens, que ce soit des projets interfrontaliers ou des projets plus larges sur l'ensemble de la communauté européenne. Nos missions, ce sont des missions d'accompagnement d'abord, hein, c'est-à-dire qu'à travers cet écosystème, on permet aux entreprises de faire des rencontres, de nouer des partenariats, de faire de l'innovation collaborative. Et donc, nous, on est facilitateurs et on va vraiment aider les entreprises dans le montage de projets, dans la recherche de financement et dans le suivi de ces projets collaboratifs. Donc, nous allons commencer par discuter de la réglementation et en l'occurrence la loi AGEC et le décret 3R. Et pour cela, je laisse la parole à David Alain du CTCPA. Merci Frédéric de me laisser la parole. Donc, je suis très heureux d'être là avec vous aujourd'hui pour
Pour parler de la loi AGEC, alors je me présente, je suis David Alain, je suis le nouveau directeur du pôle emballage du site de Bourg-en-Bresse. Alors très rapidement, je vais vous parler forcément un petit peu du CTCPA que je représente aujourd'hui. Donc le CTCPA, nous sommes un centre technique agroalimentaire. Nous avons été créés dans les années 50 à l'initiative d'industriels qui fabriquent des produits en conserve et des produits déshydratés. Alors on a également aussi on représente aussi une partie d'industriels qui fabriquent des produits surgelés. Et puis le rôle de notre CTI, donc de notre centre technique, c'est de venir en priorité en soutien des industriels qui appartiennent à cette filière. Mais on va dire au fil du temps, on s'est développé comme un centre technique pluridisciplinaire et pour devenir un acteur un peu incontournable désormais du paysage, on va dire, agroalimentaire français. Nous sommes situés au niveau national. Alors on a notre siège social à Paris, on a différents sites qui sont répartis un peu on va dire, on quadrille un peu le territoire national. On a notre plus gros site à Avignon. On a ensuite des antennes à Auch, Nantes, le pôle d'Amiens aussi, qui est représenté par Alexandre Dupuis, qui est là aujourd'hui, mais qui restera un peu on va dire en backup. Et puis notre thématique, c'est vraiment la technologie alimentaire avec on va dire un fort savoir-faire sur le traitement thermique. Et puis comme je l'ai dit, maintenant aussi des activités pluridisciplinaires avec une équipe de 90 personnes. Alors on approche quasiment maintenant des 100 personnes. Comme je l'ai dit, 9 sites en France, des halles technologiques, 3 laboratoires, dont le site de Bourg-en-Bresse, qui est un laboratoire spécialisé sur la thématique emballage, auquel j'appartiens. Le CTCPA, c'est, comme présenté sur ce slide, c'est travailler essentiellement sur le développement des produits, tant sur le développement des produits, la conservation, des essais et des pré-séries. Et puis autour de cette thématique-là, il y a une thématique analytique qui est forte au niveau du CTCPA. Alors sur un laboratoire microbio et un laboratoire plus axé sur les analyses concernant la nutrition. Et puis le pôle emballage, qui est le seul site du CTCPA à dédier spécifiquement son activité sur l'analytique. Donc l'analytique emballage avec une activité plutôt axée sur de l'alimentarité et puis une autre activité qui est plus sur les performances des emballages, sur le côté barrière mais aussi tout ce qui concerne les tests de scellage, etc. Nous avons une activité de formation aussi au CTCPA qui est très très forte chez nous et qui nous permet de former des opérateurs sur à peu près toutes les thématiques dont je viens de vous parler. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Ma mission aujourd'hui, c'est en 20 minutes d'essayer de vous expliquer un peu ce qu'est la loi AGEC, loi qui a été promulguée en 2020 et qui fait beaucoup parler d'elle à l'heure actuelle parce que c'est une loi qui va viser à transformer notre économie d'une économie linéaire à une économie qui va être beaucoup plus circulaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va produire, on va consommer, on va jeter vraiment et essayer d'arriver à quelque chose de beaucoup plus circulaire que ça peut être à l'heure actuelle. Alors c'est vrai que cette loi, elle a été clairement mise en place avec beaucoup d'études qui ont été faites et beaucoup de constats qui ont été faits par on va dire des organismes environnementaux qui vous avez tous vu des photos de quantité d'emballage plastique sur les plages, donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc cette loi AGEC qui signifie loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, elle se décline en 5 grands axes. Sortir du plastique jetable qui est le premier axe, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et le dernier axe qui est mieux produire. Alors moi je vous ferai un focus plutôt axé agroalimentaire parce que c'est vraiment notre cœur de métier, mais sachez que cette loi elle est vraiment elle globalise en fait, elle inclut vraiment toute l'économie, mais pas forcément que la partie agroalimentaire forcément. Donc cette loi elle a un axe fort qui est d'introduire la notion de réemploi. Et elle fixe des objectifs qui sont à atteindre. Donc 5% des emballages réemployés mis sur le marché en 2023 et 10% des emballages réemployés qui seront mis sur le marché en 2027. Donc c'est vraiment un terme qui arrive et que vous allez de plus en plus entendre parler. Donc si on regarde on fait un focus plus sur le premier axe qui est sortir du plastique jetable, c'est vraiment l'objectif de cette loi à horizon 2040. C'est la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique. Ça, c'est clairement l'objectif.
Et il va y avoir également donc, des objectifs de réduction, de réemploi et de recyclage qui seront fixés par décret. Donc, c'est-à-dire que de 2020 à 2040, il va y avoir des décrets à peu près tous les 5 ans qui vont arriver pour timer cette loi et donner les principaux axes pour arriver à la finalité de 2040. Il y a aussi un axe concernant, si on parle un petit peu plus du recyclage, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans la présentation, qui est de tendre vers l'objectif de 100% d'emballage en plastique recyclé d'ici le 1er janvier 2025. Alors, je vais vous faire continuer la présentation, et puis à la fin de cette présentation, je vous donnerai aussi un peu notre point de vue sur deux axes du décret 3R, qui est le premier décret qui arrive pour, on va dire, pour timer cette loi AGEC, que sont, je ferai un focus sur le recyclage et puis le réemploi qui sont des aspects très importants de ce décret 3R. Un petit point sur les définitions, parce que ce sont des thématiques qui ont fait aussi également beaucoup de bruit. Donc, on entend par un produit plastique à usage unique tout produit qui est entièrement fabriqué ou partiellement fabriqué de plastique, et puis qui n'a pas été conçu ou mis sur le marché pour effectuer des rotations, c'est-à-dire être réutilisé au cours de sa durée de vie pour faire des trajets ou être réutilisé pour sa fonction primaire pour laquelle il a été conçu. Et puis, il y a un autre aspect qui est la définition vraiment d'un plastique. On a découvert donc que les matières plastiques qui sont fabriquées avec des polymères naturels modifiés ou même des matières plastiques qui sont fabriquées avec des matières premières d'origine biologique, fossile ou synthétique, mais qui n'existent pas naturellement dans l'environnement, eh bien elles seront, on va dire, pénalisées par cette loi AGEC. Elles seront strictement interdites à horizon 2040. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu, on va dire, compliqué, parce que il peut y avoir des problèmes d'interprétation, notamment sur ces définitions-là. Alors moi, j'ai essayé de vous mettre quelques exemples de matériaux. Alors je les ai appelés compatibles au AGEC, mais le terme n'est pas forcément très vrai, et il en manque forcément dans ce tableau. Mais c'était pour vous montrer un petit peu la complexité de la définition, c'est-à-dire que si on prend sur la gauche du tableau des matériaux plastiques, alors qui sont identifiés comme étant des plastiques, mais ce sont des matériaux qui peuvent être acceptables à objectif 2025 s'ils ont une filière de recyclage. Donc vous retrouvez toutes les résines qui sont classiquement présentes dans le domaine agroalimentaire, comme le polyéthylène, le polypro, le polystyrène et le PET. Hein, ce sont des matériaux qui sont considérés comme des plastiques parce qu'ils sont issus de ressources fossiles. Et vous avez également des matériaux qui sont plus dits, on va dire, vulgairement des biosourcés, mais qui sont des matériaux qui sont comme le PHA, le PBAT ou le PBS, et l'exemple qu'on connaît le plus qui est le PLA, donc qui est fabriqué à partir d'amidon, mais qui est un matériau qui est au sens de la loi trop synthétisé pour être considéré comme un matériau non plastique. Alors il y a des matériaux qui vont être considérés comme étant compatibles et avec des dérogations, alors comme le papier, le carton, les matériaux cellulosiques, avec un petit axe aussi important à savoir, c'est-à-dire qu'à horizon 2040, les matériaux qui seront dits cellulosiques et avec une couche de plastique seront certainement pénalisés dans le cadre de la loi. Et puis il y a des dérogations comme la cellulose régénérée, hein, la vraie cellophane, alors pas le film étirable qu'on a à la maison, hein, qui est plutôt du polyéthylène, mais vraiment le cellophane, la viscose et le lyocell, qui sont des matériaux, alors qui ont un aspect certes plastique, mais qui sont considérés comme étant des alternatives et des matériaux qui vont être autorisés dans le cadre de la loi AGEC. Alors, si on continue dans les définitions, vous allez voir après, je vais vous parler du décret 3R. Le décret 3R, c'est la réduction, le recyclage et le réemploi. Alors, qu'est-ce que la réduction, qui est un des objectifs les plus importants de ce décret 3R? C'est, on va dire, à horizon 2025, c'est supprimer tous les emballages qui sont strictement inutiles. Donc, c'est-à-dire des emballages qui n'ont pas de fonction de conservation, de protection, ou des aspects sanitaires, hein, qui sont des choses importantes et qui font partie des fonctions d'un emballage. Donc tous ces emballages qui sont dits inutiles devront être supprimés. Alors il y a déjà pas mal de réflexions qui se font déjà depuis pas mal d'années, parce que il y a aussi un aspect économique, hein, qui est dans ces emballages-là. Réduire l'emballage au strict minimum est quand même quelque chose d'important pour tous les industriels.
Le recyclage, bon, vous connaissez, c'est une opération où on va, à partir d'un déchet d'emballage, recycler ce matériau-là pour refaire un nouvel objet. Et puis le réemploi, dont on parlera tout à l'heure, qui est un peu nouveau, mais qui est quand même une thématique, qui est quelque chose qui est pratiqué depuis pas mal d'années, mais qui va arriver vraiment de façon importante dans le cadre de la loi, qui est une opération qui permet un emballage, en fait, si on parle d'emballage, d'être réutilisé à la fin de sa vie pour la même fonction pour laquelle il a été mis sur le marché. Euh, Si on parle aussi du dernier axe qui était mieux produire, la loi, elle a un aspect qui est elle étend la responsabilité des industriels dans la gestion de leurs déchets, hein, avec création de nouvelles filières et des nouvelles filières qui sont pollueurs-payeurs. Hein, ça, c'est important aussi à savoir. Donc, il y a 11 filières qui ont été créées. Ils concernent le tabac, les jouets, le sport, le bricolage, la construction automobile, les huiles minérales et synthétiques, les pneus, les chewing-gums et les textiles à usage unique et les engins de pêche. Et puis, la loi, elle a étendu également le périmètre de certaines REP, donc qui est la responsabilité élargie des producteurs, comme celle des emballages ménagers. Maintenant, ça s'étend désormais aux emballages professionnels. Et puis, cette extension, elle a été mise en vigueur dès le 1er janvier 2021 pour les professionnels de la restauration. Donc ça aussi, c'est un paramètre qui est plutôt assez important à retenir. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi AGEC, elle est timée par des décrets. Le premier décret, c'est le décret 3R. Alors, comme je vous l'ai dit, le décret 3R, c'est recyclage, réemploi et puis réduction. Alors, il y a des objectifs qui sont fixés dans la loi, mais qui sont des objectifs qui sont pour l'instant fixés collectivement pour l'ensemble des metteurs en marché d'emballage, et notamment un qui est de réduire collectivement, donc comme je vous le disais, la quantité d'emballage en plastique à usage unique de réduire de 20%. Et dans ces 20%, il doit y avoir au moins 50% de cet aspect-là qui doit être obtenu par le recours au réemploi à échéance du 31 décembre 2025. Alors, j'ai laissé aussi le terme réutilisation parce que c'était un terme qui était assez présent au départ de la promulgation de la loi. Mais alors, la réutilisation, ce serait réutiliser un emballage, par exemple un verre, pour le réutiliser en pot à crayon, par exemple. Hein. Donc ça, c'est de la réutilisation. Mais c'est un axe qui est un petit peu moins présent dans la loi désormais. Et on parle beaucoup plus de réemploi. L'objectif de recyclage, lui, comme je vous l'ai expliqué également précédemment, c'est d'arriver à chaque fois, pour les metteurs en marché, de mettre un emballage sur le marché à horizon 2025 qui soit 100 recyclable, donc c'est-à-dire qui s'inscrit dans une filière de recyclage qui sera développée. Alors on en est à peu près ici dans le timing du décret 3R, c'est-à-dire qu'ici en 2020 la loi a été promulguée, hein. Et puis, on est en début 2022. Alors, un des aspects qui est arrivé, c'est, vous en avez entendu parler, hein, c'est la suppression des suremballages et des emballages en plastique pour les fruits et légumes de moins de 1,5 kg. Donc ça, c'est un gros aspect et quelque chose qui est mis en place avec quand même certains aménagements pour certaines typologies de fruits et légumes qui sont assez fragiles, notamment où il y a des extensions et des dérogations et des choses qui vont se décaler jusqu'à horizon 2026, si je ne me trompe pas. Alors, il y a aussi une nouveauté qui est apparue fin 2021, qui est la stratégie 3R. Alors, c'est par rapport à ce décret qui est peut-être été un petit peu mal compris, qui est assez compliqué et difficile à mettre en application. Il y a eu des discussions. Donc, ça a été cette stratégie 3R, c'était de mettre autour de la table des metteurs en marché, des filières industrielles, des collectivités territoriales, et puis il y a eu une co-construction qui s'est faite, un document qui a été établi et puis qui est soumis à consultation. Alors la consultation, je crois qu'elle s'est terminée à la fin du mois de février. Et ça a été de déterminer des priorités d'action et puis des mesures concrètes à mettre en place pour que ces mesures soient transversales ou sectorielles, hein, pour arriver à poser des jalons et puis à aller à essayer d'identifier des étapes à franchir pour amener tout le monde, l'ensemble des metteurs en marché, pour arriver à l'horizon 2040 à pouvoir répondre à la loi. Donc, cette stratégie 3R, elle comprend 42 secteurs, hein, qui sont, vous les verrez juste après. Et puis, ça va permettre d'établir une feuille de route, comme je le disais, pour aller tout le monde dans le même sens vers cette suppression des emballages plastiques à usage unique. Donc, le document, il est disponible sur le ministère de la Transition écologique, hein, vous pouvez le trouver, il y aura le lien dans la présentation. Et puis, donc, il y a des fiches sectorielles qui ont été établies
Alors sur tous les 42 secteurs que vous pouvez trouver ici, alors qui concernent l'alimentaire frais, transformé, non transformé, les boissons, une partie qui concerne aussi, les produits d'hygiène, donc le non alimentaire et puis, d'autres produits agroalimentaires, pardon, enfin non alimentaires, excusez-moi. Et puis, les emballages industriels, les emballages de e-commerce qui est une partie qui prend beaucoup d'ampleur également et puis, la restauration en particulier. Alors, dans cette stratégie 3R, vous avez pour chaque secteur 2 fiches qui sont présentes. Une première fiche qui prend des données, qui regroupe des données sectorielles, alors qui sont, par exemple, des typologies d'emballage qui sont présentes à la fois en typologie, mais aussi en tonnage, qui sont ventilés sur le secteur. Et puis, vous avez également après, ce qu'on appelle le potentiel prospectif 3R, qui va donner des grands axes pour chaque, grande famille. Alors là, j'ai pris le traiteur frais, hein, j'aurais pu prendre d'autres exemples, mais vous pourrez retrouver dans le document si vous le téléchargez et qui va donner, le potentiel de réduction, le potentiel de recyclage, de réemploi et puis, les perspectives aussi à horizon 2040. Alors on voit ici clairement que le potentiel, le plus important, c'est le potentiel de recyclage en tout cas sur le traiteur frais pour aller, voilà, qui ressort en fait de cette étude-là. Alors comme je le disais, l'étude a été soumise à consultation et sera certainement, mise en application à fin mars, d'après ce que j'ai pu, comprendre. Vous retrouvez aussi dans ce document une sorte de planning, hein, pour arriver jusqu'à 2040 pour chaque R, du décret. La réduction, si on regarde rapidement, donc il y a des quick wins, donc des choses qui sont, rapidement possibles à mettre en place, hein, pour éliminer les emballages inutiles. Il va certainement y avoir une phase d'innovation aussi qui va permettre d'accompagner aussi des entreprises et qui permettra d'aller, toujours dans cet objectif de 2040 et puis après une généralisation. La même chose, le même travail a été fait pour le réemploi avec, en ce moment un amorçage, hein, qui est réalisé parce que c'est à horizon 2025 c'est une notion qui est pas forcément simple et puis, pareil pour le recyclage avec une accélération des créations de filières pour arriver pareil, aux objectifs qui sont prévus. Alors moi, ce que je souhaitais faire pour la fin de la présentation, pendant les 5 dernières minutes, c'est vous expliquer un peu notre vision des choses et vous donner quelques infos sur, 2 R en particulier, qui sont le recyclage et le réemploi. Alors, le recyclage, comme, je vous l'ai dit, c'est à horizon 2025 que tous les emballages en plastique à usage unique seront mis sur le marché, devront pouvoir s'intégrer dans une filière de recyclage. Alors, pour l'instant, le problème, c'est que si on regarde, un peu plus spécifiquement, pardon, pour les matériaux rigides, il y a en France, à l'heure actuelle, il y a que la filière de bouteilles PET qui est quelque chose, la filière qui fonctionne le mieux, qui a un taux de recyclage important, notamment pour faire des emballages qui viennent, du food pour aller vers le food. Donc qui sont utilisés sur des emballages, pour des produits agroalimentaires et qui retournent après sur de l'alimentaire. Il y a des créations et du travail à l'heure actuelle de la R&D pour créer d'autres filières de recyclage, notamment les barquettes et les pots en APET avec, Citeo qui a développé des appels à projets sur lesquels, le CTCPA a participé et puis également, Stéphane en touchera peut-être un petit mot après parce qu'il a été impliqué aussi dans un des projets qui s'appelait, Monofilm, qui s'est terminé l'année dernière et qui a, travaillé sur des sujets, des tests pour essayer de travailler à la création de cette filière de barquettes et de pots en APET, qui pourrait arriver en 2025. Il y a aussi une question sur les polyolépines. Alors, il y a des projets R&D en cours sur le recyclage des polyolépines. C'est des matériaux qui sont assez, difficiles à recycler. Donc les polyolépines, c'est essentiellement les polypropylènes, polyéthylènes. C'est des matériaux qui, pour parler très simplement, qui se comportent un peu comme des éponges quand ils sont utilisés et ils vont, absorber beaucoup de produits alimentaires, de matières et l'idée, c'est que pour les recycler, ben, il faut trouver des processus adéquats pour pouvoir réutiliser ces résines-là et les recycler. Il y a aussi, une interrogation sur les emballages multicouches qui sont clairement des emballages difficiles à recycler et quasiment impossibles à recycler dans le cadre du recyclage mécanique, qui est un axe, clairement étudié en France. Il existe du recyclage chimique, mais je pense que Stéphane vous en touchera un petit mot aussi, dans sa présentation après, surtout de la vue de metteur en marché. Et puis, il existe aussi une autre typologie de recyclage qui est, de partir des emballages qui proviennent du secteur agroalimentaire et qui sont recyclés, mais pour aller dans d'autres secteurs, comme les emballages en PP, le HDPE aussi, qui sont des emballages qui peuvent être recyclés pour faire,
des pare-chocs de voiture, par exemple, ou du mobilier de jardin. Donc on peut réutiliser ces résines-là pour faire d'autres choses, mais pas forcément destinées au contact alimentaire. Pour les matériaux souples, pour l'instant, il n'y a que la filière polyéthylène qui est disponible, mais il y a des recherches qui sont faites pour essayer de regarder s'il n'y a pas d'autres filières potentiellement créables sur les autres matériaux. Moi, je tiens à vous alerter aussi sur une thématique qui est très importante, c'est la réincorporation de matériaux recyclés dans les emballages alimentaires. C'est compliqué, on peut pas faire n'importe quoi et puis il y a beaucoup de réglementations sur ces aspects-là. Je vais pas rentrer dans le sujet, mais c'est un sujet qui nous mobilise au niveau du CTCPA, donc si vous avez besoin de plus d'éléments, on peut être là, à votre disposition pour en discuter. Je vais finir ma présentation en parlant du réemploi qui pour nous est un axe hyper important. On est sollicité quotidiennement chez nous sur cette thématique-là. Je prends 2 minutes pour vous en parler. Le réemploi, c'est réutiliser un emballage. Si on prend par exemple l'exemple d'un plat cuisiné où un industriel va remplir cet emballage avec un plat cuisiné, le conditionner à l'intérieur, le mettre sur le marché, le consommateur va l'acheter, le consommer chez lui, et puis après va, via une filière, de récupération ou le ramener directement dans son magasin. Il reste des choses à définir là-dessus. L'emballage sera lavé, certainement contrôlé et puis après remis dans un cycle de réutilisation, de réemploi, qui permettra d'avoir des emballages qui vont pouvoir rentrer dans ces cycles dans ces cycles-là pour être réemployés. Alors quels matériaux vont être adaptés? Historiquement, il y a, le verre, l'inox, l'aluminium par exemple qui peuvent être des bons candidats, mais se pose peut-être une question sur leur analyse du cycle de vie. C'est des matériaux qui sont assez consommateurs d'énergie pour leur fabrication, pour leur recyclage aussi, mais aussi lors des différentes étapes de transport qui peuvent avoir lieu lors des cycles de réemploi. Donc se pose la question aussi des matériaux plastiques. Est-ce que ces matériaux-là peuvent être des bons candidats? Donc il y a les résines, on se pose des questions sur les résines classiques qui peuvent être le PP, le PET, le CPET, qui est un PET beaucoup plus cristallin et qui va tenir à plus haute température, et puis peut-être certains polyéthylènes. Alors, il faudra bien regarder que ces emballages puissent s'adapter au cycle de réemploi, c'est-à-dire notamment le lavage qui peut être un aspect assez critique parce qu'on va utiliser des cycles courts à haute température avec des produits assez corrosifs, donc il faut valider ces éléments-là. Et puis, il existe des résines techniques, alors qui sont comme le PBT par exemple, ou les copolyesters comme une marque commerciale qui s'appelle le Tritan, qui sont des résines qui peuvent être intéressantes, qui sont chères, mais qui peuvent trouver leur intérêt dans le cadre d'un réemploi où on ne va pas mettre un emballage simplement pour le jeter ou le recycler à la fin, mais on va réemployer cet emballage, donc il aura une durée de vie beaucoup plus longue et on peut avoir un intérêt économique à utiliser ces emballages-là dans un contexte de réemploi. Je finirai ma présentation par des points d'attention sur ce réemploi. L'alimentarité des emballages, il faudra bien valider ces éléments-là. On ne sait pas encore trop à l'heure actuelle comment ça va se passer, c'est-à-dire comment le matériau va se comporter au fur et à mesure des cycles de réemploi. C'est un point très important à valider. Le nombre de cycles, comment il sera défini? Alors en discutant, nous, avec certains interlocuteurs, des fournisseurs notamment, il y a certaines personnes qui préconisent nombre de cycles très faibles, d'autres qui partent sur des cahiers des charges complètement limite inatteignables. On parle de 1000 cycles, où là ça paraît vraiment énorme. Donc il faudra valider ces informations-là. L'efficacité du nettoyage, c'est un point qui va être très important parce que je vais le corréler avec le vieillissement physique aussi des emballages que j'ai mis en point final. Les rayures, les successions de scellage sont des opérations qui vont abîmer les emballages et clairement les abîmer et les j'ai pas d'autres termes forcément, mais en tout cas, le lavage, il peut y avoir des problèmes si on a des rayures, si on a ces sollicitations des matériaux, et il peut rester la présence de biofilms qui peuvent être problématiques après les activités de nettoyage. Et puis, le vieillissement des emballages, un point très important, c'est-à-dire que quand vous allez conditionner par exemple des plats type un curry par exemple, qui va avoir sur certains matériaux une aptitude à peut-être pénétrer à l'intérieur de l'emballage, ou il faudra valider aussi le fait que ce ne soit pas relargué en cours de réutilisation supplémentaire. Alors voilà, j'ai un tout petit peu débordé, mais c'était pour vous présenter un peu notre point de vue sur la loi AGEC, essayer de faire quelque chose d'assez rapide. En tout cas, vous voyez bien que la loi AGEC, c'est quelque chose qui va être important, qui va profondément modifier
notre système économique, et puis qui va apporter forcément beaucoup de questionnements et beaucoup de modifications au sein de vos entreprises. Merci David. Donc non, c'est parfait au niveau du timing. Je te remercie. Alors on a effectivement quelques questions. Les premières questions de la part de Stéphane Alain, que je salue d'ailleurs, concernent les matériaux biosourcés, PHA, PLA, PBS, etc. On a vu qu'ils entraient dans le giron en fait de la loi AGEC, et qu'ils étaient considérés comme matériaux plastiques. On peut même l'étendre à d'autres matières biodégradables qui ne sont pas forcément issues du biosourcé comme le PBAT. Donc, elles n'ont pas de filière au sens réglementaire. Qu'advient-il de ces résines à partir de 2025? Je pense que la réponse est dans la question un petit peu. Oui. Alors c'est clair que pour nous, à horizon 2025, il faut qu'il y ait une filière de recyclage qui soit en place. Je vous cache pas que c'est clairement compliqué à l'heure actuelle. Il y a peu de filières qui sont en place et qui sont efficaces. Je l'ai dit, pour nous à l'heure actuelle, il y a que la filière bouteille qui est vraiment quelque chose qui fonctionne beaucoup. On l'a vu nous dans le cadre de projets comme je l'ai dit avec Citeo, où on essaye de créer, on vient en soutien de la création de d'autres filières. C'est compliqué. Il y a beaucoup de discussions avec quel recycleur va intervenir, comment on va pouvoir mettre tout ça en place, plus des éléments techniques à valider. Si on prend un exemple, par exemple, pour créer la filière de l'APET, à l'heure actuelle, on a des multicouches qui sont en PET-PE, notamment si on prend le marché du jambon, par exemple, et donc qui va concerner clairement Fleury-Michon. Passer sur des barquettes qui sont complètement recyclables en APET pose des problèmes de scellage, pose des problèmes de techniques qui sont à lever pour pouvoir aller plus sur augmenter cette recyclabilité de ces matériaux-là. Et puis sur les résines, alors je pense que de toute façon, dès qu'on va partir sur des mélanges, on va peut-être arriver sur des problèmes aussi, même si on intègre du biosourcé dès qu'on va parler de mélange, je pense que ça va être compliqué de recycler les matériaux de toute façon. Oui, c'est-à-dire que même s'il y a 30% de biosourcés et le reste de non biosourcés, on pourra pas, ça ne rentrera pas dans les filières de recyclage. Complètement. Une autre question toujours de Stéphane concernant l'acétate de cellulose qui est considéré comme plastique, mais qui est visiblement autorisé. Oui. Alors ça, c'est des choses que nous, on a découvert aussi. Il y a des dérogations qui ont été mises en place. Alors l'acétate de cellulose, c'est une bonne question. Je crois justement que l'acétate de cellulose ne rentre pas dans ce cadre-là. Il faudrait que je revérifie, mais je crois qu'il y a un point justement sur l'acétate de cellulose. D'accord. Un point d'attention. Alors, autre point d'attention, tu en as parlé, mais ça concerne ces fameux papiers cartons qui incorporent une partie de plastique, notamment les liners, par exemple, les fameux liners en plastique, donc sont automatiquement requalifiés également. Alors, ils seront, pour nous, je pense qu'à horizon 2025, ils rentrent dans une filière de recyclage parce que pour l'instant, les directives de Citeo et puis de Recipap, Revipap, si je me trompe pas, du Cotrep aussi. Alors le Cotrep, c'est plus pour les matériaux plastiques, mais en tout cas, en tout cas, la loi actuellement en France, c'est si un emballage est composé à 50% de matériaux fibreux, il rentre dans la filière de recyclage. Est-ce que ce taux-là va augmenter après à horizon 2025? Je n'en sais rien. Il y avait des bruits qui couraient là-dessus, mais en tout cas, à horizon 2025, les papiers cartons seront clairement recyclables s'ils respectent ces données-là. Mais pour nous, à horizon 2040, il faudra trouver des alternatives en base cellulosique, mais sans revêtement plastique. Ce qui va être un sacré challenge. Oui, tout à fait. Et justement, alors, autre détail qui a son importance, c'est qu'on parle effectivement de revêtement à liner, mais tous ces vernis qu'on pourrait mettre sur ces emballages carton pour avoir aussi ces propriétés de barrière. Comment on les considère, comment on les prend en compte dans cette loi AGEC? Est-ce qu'on le sait encore, ça? Est-ce qu'on le sait déjà? C'est une excellente question. C'est un peu délicat, oui, effectivement. On sait qu'il y a beaucoup de R&D qui se
qui se fait actuellement par des différents types de fournisseurs. Il y a même beaucoup de fournisseurs qui, à l'heure actuelle, sont essentiellement axés plastique, qui travaillent aussi sur des solutions à base de cellules, enfin de matériaux base de matériaux fibreux, pour parler généralement. Il y a des réflexions R&D qui sont sur une suppression quasi totale de plastique, mais qui pourrait garder des propriétés barrières, qui pourrait garder des propriétés de scellabilité. Après, il faut valider beaucoup de choses, c'est-à-dire il faut que l'emballage effectivement puisse assurer ces fonctions-là qui sont de conservation et puis d'intégrité on va dire de l'emballage en lui-même au cours de la durée de vie du produit, mais aussi peut-être des questions sur l'alimentarité et sur l'aptitude au contact alimentaire de ces coatings qui vont être mis en surface ou même des fois dans la masse de ces emballages. Ok, très bien. Enfin, juste dernier point pour avoir ton avis. Est-ce que ça te paraît possible d'emballer d'ici 2040, de se passer du plastique d'ici 2040 évidemment pour l'alimentaire? C'est extrêmement ambitieux, hein. Ouais. Clairement, c'est quelque chose qui est nous, quand on a vu arriver cette loi, c'est clairement ce qu'on s'est dit. On est même poussé la réflexion, j'irais même un peu plus loin, en se disant est-ce que le système économique sur lequel on est actuellement est pertinent? C'est-à-dire, est-ce que des supermarchés comme on a avec une quantité de produits, avec des DLC ou des DDM qui sont longues, est-ce que ça reste pertinent? Est-ce qu'il ne va pas falloir aussi développer les circuits courts? Il va certainement y avoir des changements, hein, des changements aussi, peut-être des transferts on va dire, de propriétés barrières. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on est sur des propriétés barrières sur des petits contenants. Si on prend le cas des biscuits, par exemple, ou des choses comme ça, et peut-être qu'il va falloir avoir des petites unités recyclables et après dans des contenants beaucoup plus réutilisables et qui pourront assurer cette fonction barrière. Il y a plusieurs axes, hein, qui sont possibles. Et puis la thématique du réemploi qui nous a un petit peu surpris aussi, où les gens sont pas forcément trop focus sur le 2025, mais voient plus loin. Même des petits acteurs, hein, même des restaurateurs qui poussent vraiment la réflexion plus loin, à se dire, nous on a l'impression de mettre trop d'emballages à usage unique et le recyclage, ça nous intéresse, mais on a l'impression d'utiliser trop de matériaux, donc on va passer directement à l'étape du réemploi. Et nous, on intervient sur des projets comme ça, avec même des petits acteurs, hein, et les fournisseurs aussi sont très mobilisés sur ces aspects-là de réemploi. Mais comme je vous l'ai expliqué, le réemploi, c'est très intéressant, mais ça va être quelque chose d'assez compliqué et qu'il va falloir bien réfléchir. Oui, alors justement, on n'a pas trop le temps de développer parce que le timing est un peu serré, mais c'est vrai que j'ai des remarques sur ce sujet-là. J'ai une question de mot de chemin sur justement quid du réemploi d'un emballage d'un domaine, d'un secteur vers un autre secteur. Est-ce qu'il faut privilégier ou uniquement autoriser le réemploi local? Des questions aussi sur comment on va tracer réellement le nombre de cycles d'utilisation d'un emballage. Donc on voit que effectivement, oui, la thématique. Il y a beaucoup de questions et c'est des questions auxquelles il va falloir répondre, hein, clairement. C'est comme je le disais, c'est pas simple. Pour l'instant, il y a nous, en tant que laboratoire d'analyse également, on est sollicité sur le sujet, mais pour l'instant, il n'y a pas forcément de cadre réglementaire non plus pour les analyses des emballages. On a déjà fait, nous, des premiers tests et on s'aperçoit qu'il va y avoir beaucoup de choses à cadrer. Un tout petit exemple pour terminer, quand vous avez par exemple des composés style des verres que vous pouvez obtenir dans les concerts ou dans certaines manifestations comme j'ai ici là, cet emballage, si vous le passez dans votre lave-vaisselle, et ben au fur et à mesure il va se teinter. Il va y avoir une dégradation visuelle du matériau, mais qu'est-ce qui se passe aussi à l'intérieur du matériau quand l'emballage est teinté? Et si après vous proposez ça, vous mettez dans une thématique de réemploi et vous proposez cet emballage à vos clients, comment ils vont réagir aussi, simplement par l'aspect marketing, avec un emballage qui va peut-être se teinter ou se dégrader. Et il y a aussi l'aspect lavage qui est pas comme du lavage domestique, mais du lavage industriel avec des produits corrosifs sur des cycles très courts et avec aussi un séchage qui va être assez important et qui va solliciter le matériau au niveau thermique. Parfait. Merci beaucoup, David. Je repasse la parole à Ornella.
Merci pour cette présentation vraiment très, très dense. On a conscience que le sujet est trop dense pour être abordé, donc je pense que David va répondre aux questions dans l'onglet, il va les balayer au fur et à mesure. Et là, rapidement, nous allons passer justement au retour d'expérience de Florine Bichon avec Stéphane Merlet. Stéphane, as-tu la parole? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Tout à fait. Bon. Donc oui, moi alors déjà je me suis inscrit pour ce webinaire parce que tout simplement moi je suis également en recherche de solutions sur cette loi AGEC. Donc moi je suis ingénieur packaging, je travaille dans une cellule emballage chez Fleury Michon et j'ai un rôle d'expert matériaux dans cette équipe. Chez Fleury Michon, alors, je vous ai mis quelques slides sur Fleury Michon, mais Fleury Michon existe depuis 1905 et après j'ai un slide. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, j'ai un slide où je vais vous présenter un petit peu ce qui s'est passé depuis 1905, quelques grandes étapes. Mais ce que je voulais déjà dire ici, c'est que chaque année, on met sur le marché 380 millions de produits, ce qui fait que chaque jour, il y a plus d'1 million de produits qui est mis en marché. Et donc, le problème que soulève la loi AGEC sur les emballages, c'est pas un problème négligeable, c'est un problème qui est vraiment important et qui est vraiment pris en compte chez nous. Nous, chez Fleury Michon, nous avons un projet d'entreprise qui est d'aider les hommes à manger mieux chaque jour. Et dans ce projet, il y a plusieurs axes, il y a 5 axes. Et dans ces axes, bien sûr, il y a nos consommateurs, bien sûr, mais on voit apparaître notre environnement, parce que ça, c'est quelque chose de nouveau. On se rend compte que la préoccupation de l'empreinte environnementale, c'est quelque chose alors on n'a pas attendu la loi AGEC pour y travailler, mais la loi AGEC, c'est quelque chose qui vient renforcer encore plus cet axe-là. Donc ensuite, alors je vous ai j'ai mis quelques dates et sur l'évolution de Fleury Michon. Et en fait, tout a commencé vraiment dans les années 1950 et il y a eu une rupture industrielle chez Fleury Michon qui a été la cuisson sous vide à l'aide de matériaux qui étaient un matériau plastique qui venait des États-Unis et qui a permis de faire un produit, donc du jambon, qui à échelle industrielle et qui pouvait se conserver suffisamment longtemps. Ensuite, en 1964, il y a eu une autre rupture un peu technologique qui a été la possibilité de mettre en libre service dans les grandes surfaces de la charcuterie préemballée. Ça a pu se faire en utilisant la matière plastique. Et là, on voit déjà que sur ces deux premiers tournants, en fait, la mise à disposition des produits, la possibilité de fabriquer des produits à échelle industrielle, c'est vraiment appuyé sur les propriétés des matières plastiques. Alors ensuite, il y a eu d'autres étapes d'évolution, bien sûr, chez Fleury Michon, où on a cherché à travailler sur tout ce qui est innovation, et notamment sur l'emballage, et notamment, par exemple, sur nos dernières innovations, qui est le plat cuisiné en barquette bois. Mais ça, je pourrais y revenir un petit peu plus tard. Ce que je voulais aussi dire, parce qu'on parle beaucoup d'emballage, ce qui est normal, mais en fait, on utilise l'emballage pour le produit. En fait, le cœur de notre métier, c'est quand même le produit. On met des produits sur le marché et notre produit, il a besoin d'être protégé par l'emballage. On a besoin de garantir sa sécurité, sa qualité, pardon, et ce qui sous-entend en fait la sécurité alimentaire. On fait tous nos courses tous les jours dans les grandes surfaces. Il ne vient à personne. On ne se pose pas la question quand on consomme un produit préemballé de savoir s'il va nous rendre malade ou pas.
à partir du moment où il a été emballé, on a la quasi-certitude, on a atteint un niveau de sécurité alimentaire qui est quand même très importante. On ne se pose plus la question, on donne à nos enfants des produits préemballés sans se poser aucune question. On a la garantie de cette sécurité alimentaire. Et donc, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait effectivement de matériaux cellulosiques, on parlait de matériaux biosourcés ou autres. Il faut bien avoir à l'esprit que quand même si effectivement on peut trouver des matériaux pour lesquels on pourra réduire l'impact sur l'environnement, notre première préoccupation, c'est de conserver le produit. Et donc, on réfléchit à 2 fois avant d'utiliser des matériaux autres que ceux dont on a l'habitude et qu'on a mis des dizaines et des dizaines d'années à développer et à améliorer pour en arriver où on est aujourd'hui. Et puis, j'ai mis une dernière fonction qui est la communication, parce que c'est vrai que en libre service, on a l'habitude de dire que l'emballage, un petit peu, c'est le vendeur silencieux. Voilà. Un autre point aussi que je m'étais noté, c'est que on parle de monomatériaux, d'améliorer les complexités des matières plastiques utilisées pour les emballages, mais on a un autre axe qui est extrêmement important dont on ne parle pas là, c'est notre volonté de simplifier les listes d'ingrédients des produits. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on cherche aussi à faire, et on le comprend tous en tant que consommateurs, c'est d'avoir des produits les plus sains possibles dans lesquels on met le minimum de conservateurs, voire pas du tout. Et ça, on peut l'atteindre grâce aux propriétés des matières plastiques utilisées dans les emballages. Donc après, si c'est une vraie question, parce que si on veut, est-ce qu'on cherche à revenir un petit peu en arrière et à mettre des conservateurs dans les produits, je ne suis pas sûr du tout qu'on soit prêt à l'accepter. Donc, voilà. Donc, concernant la loi AGEC, moi, je voulais faire un focus, en fait. Alors, bon, David a détaillé la loi AGEC. Moi, je voulais juste faire un focus sur l'affichage environnemental, parce que ça l'affichage environnemental, c'est un article qui est dans la loi AGEC, sur l'infotri, les changements qui sont en cours actuellement, et notamment avec les consignes de tri qui sont élargies. Et puis ensuite, je ferai un focus sur le décret 3R, avec les 3 R du réemploi, du recyclage et de la réduction. Donc déjà, l'affichage environnemental, alors je suis désolé pour ces slides un petit peu denses en texte, je vais essayer de détailler, mais en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que l'emballage, en fait, moi je le vois plutôt comme ayant un rôle extrêmement positif dans l'impact environnemental, dans la mesure où il est là pour conserver le produit. Alors, c'est vrai qu'on a tous à l'esprit quand on cuisine chez soi et qu'il y a un reste d'un bon petit plat, on veut pas le perdre, et pour pas le perdre, bien on le met dans un emballage. Et bien l'emballage à échelle industrielle, c'est un peu ça qui est réalisé. Et quand on calcule, quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui a de l'impact, comment notre produit a de l'impact sur l'environnement, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que, eh bien, simplement, c'est alors encore plus pour les produits comme chez Fleury Michon, les produits carnés, mais globalement tous les produits alimentaires, le vrai impact environnemental, c'est le produit qui le porte, et l'emballage, il a un impact, c'est clair, mais son impact est limité. Et ce que je voulais dire ici, c'est et c'est une de nos difficultés dans l'interprétation de la loi AGEC, c'est comment communiquer sur le fait que l'emballage, il est avant tout là pour protéger. Et c'est vrai que dans la loi AGEC, il y a les 2 premières lettres qui sont anti-gaspillage. Et franchement, ce rôle-là, je pense qu'il répond vraiment très bien. Après, ça n'empêche pas de poursuivre le travail sur l'emballage lui-même, mais il ne faut pas oublier cette protection du produit. Réduire l'impact environnemental de l'emballage seul en dégradant l'impact environnemental du produit, ça serait une erreur, et voire même ça conduirait même à être contre-productif. Voilà. Ensuite, l'autre impact, c'est sur l'infotri. Alors, on est passé
d'un sac jaune où on mettait tous les produits, tous les emballages recyclables, qui étaient en gros les corps creux, papier carton, et donc dans l'esprit de tout un chacun, le sac jaune égale emballage recyclable. On est passé à l'extension des consignes de tri avec l'objectif de pouvoir travailler sur le recyclage de tous les autres emballages. Et pour ça, la consigne de tri a été étendue et la poubelle jaune qui était la poubelle pour le recyclage est devenue la poubelle pour la valorisation. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a encore sur nos impressions d'emballage, certains emballages sur lesquels on indique de mettre dans la poubelle noire parce que le changement de toutes les impressions, de tous les emballages, ça peut pas se faire très rapidement. Et donc, du coup, là, moi, je le vois, on a une confusion auprès de nos consommateurs. Ils sont un petit peu perdus. Ils ne savent plus du tout, quand ils mettent un emballage dans la poubelle jaune, si c'est quelque chose qui est recyclable, pas recyclable. Voilà. Et donc, toujours voilà, pour faire ce retour d'expérience sur la loi AGEC, voilà, ça, chez nous, c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi en compte sur la communication, sur la recyclabilité de nos emballages. Donc ensuite, sur le décret 3R, c'est vrai que David en a parlé. Ce qui est important, c'est que les décrets 3R, c'est surtout une étape. Il va y en avoir plusieurs des décrets 3R, et c'est une étape pour finalement aller sur la fin des emballages à usage unique en 2040. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça. Ce qui est important dans le décret 3R, c'est ce que je vais détailler après, les 3 thèmes, c'est réduction, recyclage et réemploi. Hein, on va s'arrêter sur ces 3 mots. Et avant de poursuivre, alors j'ai remis la définition dont David a déjà parlé, mais bon, c'est toujours intéressant de revenir dessus parce que, et je vais revenir aussi tout à l'heure sur la définition du recyclage parce que j'ai vu que dans les questions, on se posait la question des emballages avec liner plastique, est-ce que c'est recyclable, pas recyclable, les matériaux biosourcés, est-ce qu'ils sont recyclables, pas recyclables, c'est toujours intéressant de revenir aux définitions. Donc l'emballage à usage unique, parce qu'on pourrait penser par exemple qu'un emballage pour un plat cuisiné, il n'a pas un usage unique vu qu'il sert chez nous à doser le produit, il sert à le cuire, il sert à le transporter, il sert aussi au consommateur à le transporter, puis ensuite il sert à le consommer. On aurait pu penser que c'était pas un usage unique. Or, c'est vraiment dans la définition, c'est un usage unique, ça veut dire que c'est un emballage qui ne va pas pouvoir être réutilisé pour reconditionner un autre produit. Donc, dans la réduction, moi j'ai mis 2 exemples chez Fleury Michon de ce qu'on a pu faire. Le premier exemple, c'est sur un plat cuisiné qui auparavant était vendu avec des couverts en plastique. Donc là, clairement, et ça tombe sous le sens, maintenant, ça paraît logique, mais les couverts ont été supprimés. Hein. Donc, ça paraît normal maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque où ça a été réalisé, ça a suscité quand même de vraies questions par rapport au service qu'on offre aux consommateurs. Un autre exemple, c'est notre barquette bois dont je parlais déjà un petit peu tout à l'heure. Là, c'est en fait, on a supprimé la barquette qui est en plastique pour la remplacer par un contenant en bois. Donc ça a nécessité ou c'est lié en fait à une évolution aussi, une montée en gamme de nos produits pour lequel on a pu développer cet emballage avec moins de matière plastique. Ce n'est pas l'adaptation d'une ligne ancienne où on a supprimé la matière plastique et on l'a remplacée par du bois. Là, ça a été vraiment le cas d'un développement d'un nouveau produit. Et ce produit fonctionne plutôt bien. On a une bonne réponse au niveau des consommateurs. Donc, ça veut dire que le consommateur, effectivement, il veut, et par rapport à la loi AGEC, on veut moins de plastique, mais aussi on cherche aussi à monter en gamme en termes de produits. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport aux conservateurs qu'on pourrait utiliser en moins. Moins on utilise de conservateurs, et mieux c'est pour nos produits.
Donc, voilà ce que je disais aussi pour la définition du mot recyclable, parce que en fait, donc cette définition, elle doit vraiment être vraiment intégrée pour savoir de quoi on parle, parce que sinon, on parle de recyclable, on ne sait plus trop où on en est. Donc, moi, je me rattache à cette définition. Cette définition, en fait, moi, j'ai retenu, il y a 3 choses importantes. Premièrement, notre emballage, lorsqu'il sera en fin de vie, il doit pouvoir être collecté, c'est-à-dire on doit pouvoir le trier. C'est la capacité à capter les emballages en fin de vie. Ensuite, l'autre point, c'est il va falloir le traiter une fois qu'on l'aura capté. Et pour le traiter, en fait, c'est est-ce qu'il existe une filière de recyclage qui existe? Et le dernier point, il doit être remis en usage, c'est-à-dire que la matière qui a été collectée, traitée, on doit pouvoir faire un produit avec. Elle doit avoir de la valeur pour créer un produit. Alors, juste un petit, parce que j'ai vu dans les questions, il y avait la question sur les papiers, mettons 80% de papier avec 20% de plastique, où on se posait un petit peu cette question. Si on prend le cas de cet emballage, est-ce qu'on est capable de le traiter? Oui, il y a plus de 50% de papier, il va dans la filière existante de recyclage du papier. Est-ce qu'il sera remis en usage? Oui, parce que le papier, la matière fibreuse qu'on va récupérer, on va pouvoir refaire du papier. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est est-ce qu'on est capable de le collecter, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de le trier. Et alors, pour avoir visité plusieurs centres de tri et voir comment ça se passe, eh bien, tout simplement, il y a un tri qui est fait alors c'est pas vraiment de l'infrarouge, mais c'est du proche infrarouge, où on vient voir si on a affaire à une matière plastique ou du papier. Eh bien, un emballage qui est composé papier plastique, eh bien, si le rayon infrarouge va toucher le papier, eh bien, oui, on va aller vers la filière, donc ça c'est très bien. Si on touche le plastique, eh bien, il va être orienté vers le plastique. Ensuite, comme c'est pas du plastique, il va être orienté en refus de tri. Donc, ça veut dire qu'en gros, sur des emballages papier-carton, déjà sur la capacité à collecter, au mieux, on va dire, on est de l'ordre de 50% dans les centres de tri. Donc, d'un point de vue impact consommateur, forcément, c'est beaucoup mieux. D'un point de vue tri, il y a beaucoup de choses à améliorer encore. Et ça fait partie, j'espère que la loi AGEC va nous permettre d'améliorer un petit peu ces sujets-là. Donc, sur l'aspect recyclage, moi j'ai choisi de parler de trois emballages. La petite barquette noire que vous voyez en bas, c'est une barquette en polypropylène monomatériaux, donc qui se recycle, qui peut être captée en centre de tri et qui peut être recyclée. Le problème que l'on avait avec cette barquette, c'est qu'elle contenait un peu de noir de carbone, qui est un colorant noir qui permettait d'avoir une très bonne un très bon niveau d'opacité. Le noir de carbone permettait aussi d'incorporer ou d'utiliser des chutes de recyclés chez les producteurs d'emballage, puisque à la limite, on pouvait mettre n'importe quelle couleur. À partir du moment où on mettait un petit peu de noir de carbone, on arrivait à recycler. Par contre, dans le tri, dans la collecte en centre de tri, c'était un vrai problème. Et dès le tri par infrarouge ne pouvait pas se faire. Donc, nous, ce qu'on a pu faire sur ces emballages, c'est qu'on a supprimé le noir de carbone. Et par contre, ça a vraiment, comme c'est un monomatériau, ça a vraiment augmenté de façon significative la capacité à trier, collecter et ensuite pouvoir réutiliser ces emballages. Alors, le polypropylène, pour l'instant, le recyclage n'est pas encore apte au contact alimentaire. Peut-être que ça viendra un jour, mais disons que là, pour l'instant, dans l'économie circulaire, on a fait un grand pas en supprimant le noir de carbone. Ensuite, on a remplacé, par exemple, sur certains produits, des petites cassolettes en grès par du verre qui est déjà du matériau recyclé et qui peut être recyclé lui-même, qui est collecté. Alors là, pour le collecter, ça va pas en centre de tri puisque le verre doit être amené en apport séparé, voilà.
Et puis, alors la barquette de jambon, parce que c'est quand même un de nos emballages les plus importants, on utilise du matériau PET et donc on peut incorporer du recyclé dans la barquette de jambon. Et comme l'a dit David, il y a eu de nombreux projets. Le dernier, c'est le projet Monofilm sur lequel on a travaillé pour rendre cette barquette recyclable. Et rendre cette barquette recyclable, c'est dans un premier temps la réaliser en monomatériaux, mono-PET, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, on utilise du polyéthylène. C'est un complexe PET-PE. Et pourquoi on utilise des complexes au lieu d'utiliser des monomatériaux? Bien, c'est par rapport au premier slide que je vous ai montré sur la sécurité des aliments, c'est-à-dire que ce qui est important, la première fonction de l'emballage, c'est d'apporter cette sécurité, cette garantie sur la conservation de nos produits au niveau des consommateurs. Et là, si on passe sur de la barquette mono à PET, pour garantir cette sécurité, c'est beaucoup plus compliqué. Et ça nécessite très certainement, suite à l'étude qui a pu être faite dans le cadre du projet Monofilm, ça nécessite très certainement soit des gros investissements au niveau équipement, soit des modifications au niveau de nos cadences ou des contrôles supplémentaires. Enfin, c'est compliqué et il y a un aspect aussi sur ce type de produit en grande consommation. Il y a un aspect cadence et prix qui est très important et qui peut être aussi une limite. Après, comme disait David, effectivement, il y a le recyclage chimique parce que tout ce dont on parlait là sur le recyclage, on sous-entendait le recyclage mécanique. Aujourd'hui, on parle de recyclage chimique et il y a eu dans la presse des annonces sur des gros industriels qui vont investir pour pouvoir réaliser du recyclage. Bon, je pense que ça peut être une solution. Par contre, ça soulève aussi plein de questions, puisque dans un recyclage chimique, si on met un matériau complexe, est-ce que le recyclage chimique, quel sera son rendement, parce que c'est un peu comme quand on met du papier avec du plastique, qu'on l'envoie vers la filière recyclage papier, eh bien s'il y a 20% de plastique, c'est clair que le rendement sera au maximum de 80% pour le carton. Donc voilà, donc ça c'est le recyclage chimique, c'est aujourd'hui c'est une vraie question. Et le dernier R dont David a parlé et qui a un vrai sujet de préoccupation et qui peut paraître effectivement comme la solution pour supprimer nos emballages plastiques, qui peut paraître comme étant aussi la solution pour supprimer nos emballages à usage unique en 2040, bien sûr, c'est le remploi. Par contre, le remploi, quand on creuse un petit peu et qu'on en regarde un peu plus près, eh bien, après plusieurs utilisations, comment on peut garantir l'aptitude au contact alimentaire? Eh bien, c'est pas si simple que ça. Le réemploi, ça nécessite aussi d'aller vers des standardisations des contenants, c'est-à-dire qu'en gros, un emballage qui sera utilisé chez Fleury Michon doit pouvoir être utilisé chez nos concurrents, parce que nous, on vend des produits, le marché, et c'est toute la France, et ce serait dommage de récupérer un emballage qui aurait été vendu à Marseille pour le faire revenir en Vendée. Voilà. On se pose aussi beaucoup de questions sur le bilan environnemental du réemploi par le transport, le lavage. Voilà. On se pose aussi des questions sur l'impact sur nos outils industriels, puisque pour atteindre les cadences de production actuelles, on a pu le faire au fil des ans en améliorant grâce aux propriétés des matières plastiques. Et aujourd'hui, si on met ça en cause, ça peut être compliqué. Et donc, ça pose aussi, le point suivant, c'est sur l'acceptation du consommateur. Est-ce que le consommateur sera prêt à accepter des coûts supplémentaires avec un emballage réemployable? Je sais pas. Est-ce que le consommateur sera prêt à accepter d'avoir un emballage qui aura été un petit peu rayé, abîmé, cabossé? Je sais pas. Voilà.
on se pose beaucoup de questions sur ce sujet-là. Donc, voilà, je passe à l'étape question. Alors, j'espère, j'ai été assez vite sur tous ces sujets-là. Oui. Donc, il y a beaucoup de questions que je n'ai pas eu le temps de lire en même temps, et voilà. J'avoue en effet que le sujet est vaste et on ne pourra pas l'aborder tout en détail. Là, on a deux questions. Une première de Stéphane Alain donc, qui demande est-ce que la grande distribution est-elle réellement impliquée ou seulement concernée dans les solutions d'amélioration d'emballage? Donc finalement, en tant qu'acteur de la filière, quel rôle est-ce que la grande distribution joue concrètement dans ces démarches? Alors, la grande distribution, ce sont nos clients. Donc, on fabrique on met à disposition les produits pour eux, pour qu'ils puissent ensuite les vendre. Et donc, aujourd'hui, c'est compliqué de prendre en compte les contraintes de distribution au niveau de la grande distribution, pardon, de la répétition. Juste un exemple sur la barquette bois. La réduction, par exemple, de durée de vie du produit sur un emballage est difficilement acceptable en grande distribution. Ça veut dire que les stockages qui peuvent être réalisés en interne ne sont plus les mêmes que ceux pour les autres emballages plastiques. C'est pour donner un exemple, si pour une recette, on fait une production par semaine pour envoyer en grande distribution, avec une barquette bois, on est obligé, par exemple, de faire une production tous les 2 jours. Donc, ça veut dire des stocks plus petits, des lots de production plus petits, des envois plus fréquents. Et donc, c'est clair que notre système actuel de distribution des produits représente une contrainte sur le changement de nos emballages, pour répondre à la question. Parfait. Donc, on voit finalement que voilà, tout changement a un impact sur toute la filière, d'où l'intérêt justement d'associer tous les acteurs à la réflexion et de pouvoir faire comprendre les enjeux et voilà, les difficultés aussi de part et d'autre. Une deuxième question assez rapidement de Laurent qui demande si la loi AGEC, vu qu'elle incite fortement sur la recyclabilité, comment est-ce que vous assurez la réelle recyclabilité des nouvelles matières que vous mettez sur le marché? Eh bien, c'est le travail qu'on doit faire, et c'est pour ça que je vous parlais pendant ma présentation de centre de tri, et de travail sur les définitions. C'est le travail que nous faisons, c'est-à-dire de se rapprocher des centres de tri, des recycleurs, et de comprendre un petit peu quelles sont leurs contraintes et d'intégrer toutes ces contraintes lors du développement de nouveaux matériaux. Aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, quand on peut le faire sur les équipements industriels existants aujourd'hui, on le fait. Par contre, quelquefois, c'est pas possible, et donc on le prend en compte et on le réserve pour les lancements de nouveaux produits. Parfait. Donc, du coup, finalement, ça rejoint aussi les notions d'investissement, finalement, de processabilité des nouveaux produits, des nouveaux matériaux. Et alors, l'exemple de la barquette bois, c'est un bon exemple parce que c'est-à-dire qu'on a pu supprimer la matière plastique, mais par contre, étant donné que les coûts, les cadences ne sont pas les mêmes que sur de la matière plastique, on a pu le faire parce que on a eu une montée en gamme du produit. C'est-à-dire qu'on a un produit qui est de meilleure qualité, qui se vend plus cher, mais qui a permis la substitution de la matière plastique. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Nous avons conscience qu'on ne peut pas tout aborder, donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions et éventuellement on reprendra contact avec vous éventuellement pour discuter, ou si vous avez des projets également sur ces sujets, Frédéric et moi sommes à vos dispositions pour en discuter. Donc rapidement, j'invite Céline Morcel justement à nous parler d'un appel à projet qui est en lien avec le sujet et qui pourrait intéresser d'autres personnes justement sur la mise en place de solutions vis-à-vis du contexte réglementaire. Céline, vous avez la parole.
Merci. Oui, donc très rapidement, c'est seulement pour vous informer donc de l'existence de dispositifs d'aide de l'ADEME pour vous aider à substituer le plastique dans vos emballages. Donc, on a notamment un dispositif d'aide pour des études préalables, des expérimentations, mais aussi des investissements, notamment dans des nouvelles machines qui sont plus adaptées en fait au nouvel emballage. On va subventionner uniquement le passage sur de l'emballage soit réemployable, soit recyclable. Donc, par exemple, en carton ou en papier craft. Ça concerne également le plastique à usage unique qui est utilisé pour la protection, notamment lors du transport logistique. Donc, je pense par exemple aux films autour de palettes ou bien au papier bulle. Donc, c'est également concerné. On va subventionner jusqu'à 55% des dépenses. Donc, à titre d'exemple, on a eu Touquet Savour qui a remplacé son emballage en plastique pour des pommes de terre par un emballage craft. Sur l'achat de 2 lignes de production qui leur a coûté 400 000 €, l'ADEME a donné 200 000 €. Donc, c'est une aide plutôt intéressante et qui va concerner à la fois les TPE, les PME, mais aussi les grandes entreprises. Et pour des projets de réemploi, c'est-à-dire des emballages consignés, par exemple, en verre, on va aussi subventionner les collectivités qui ont des cantines, par exemple, scolaires, ou des associations qui veulent faire justement un système de consigne comme Ola Consigne en Hauts-de-France. Donc, on a aussi un deuxième dispositif d'aide, cette fois dévolu uniquement aux TPE-PME, qui s'appelle Tremplin. Et là, on va subventionner des diagnostics emballages et aussi l'acquisition de contenants réutilisables. Donc, voilà. Et je voulais aussi très rapidement vous parler de l'éco-conception parce qu'on a également des aides disponibles sur l'éco-conception qui visent à réduire l'impact environnemental d'un produit ou d'un service et notamment réduire l'impact environnemental des emballages du produit. Donc, c'est d'autant plus intéressant qu'on va avoir une aide qui peut être sollicitée à diverses phases de projet d'éco-conception. Donc, phase diagnostic on va subventionner jusqu'à 70% des analyses cycle de vie, l'aide à l'investissement pour la mise en œuvre des solutions d'éco-conception qui auront été identifiées et aussi de l'aide à la formation, cette fois uniquement pour les TPE-PME, avec Tremplin premier pas en éco-conception. Voilà, et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Merci Céline pour cette présentation assez succincte des dispositifs. Oui, pas de souci. Je tiens à rappeler que vous aurez les supports, vous avez les liens et vous aurez également les contacts des intervenants si vous voulez prendre rendez-vous pour discuter plus en détail de certains sujets ou des questions de financement par exemple. Donc, là, sur le sujet, pour l'instant, pas de questions, on veille. Rapidement, justement, avant de conclure, on voulait justement vous proposer de prendre connaissance des dates des prochains rendez-vous. Il faut savoir également que ce sera l'occasion de discuter de différents sujets. Donc, pour l'année, la suite de l'année, on aura un rendez-vous en avril, un autre en juin, un autre rendez-vous en septembre et un dernier rendez-vous en novembre pour boucler cette série de 5 rendez-vous. Et je vais vous inviter justement à voter pour les thématiques qui vous intéressent. Donc là, vous avez un sondage qui vient d'apparaître. Et donc, l'idée, c'est de savoir quelles sont les thématiques qui vous semblent prioritaires. Est-ce que vous souhaiterez parler des matériaux biosourcés, refaire un point sur le recyclage, parler un peu plus en détail du papier carton ou aborder les barrières fonctionnelles justement qui jouent un rôle au niveau de la migration, ou encore tout ce qu'il y a comme nouveau circuit de distribution et leurs enjeux au niveau des emballages. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On est à l'écoute justement et votre groupe va compter pour les prochains sujets et les prochaines dates qu'on va aborder. Donc, nous voilà arrivés rapidement à la fin de ce webinaire. Vous allez avoir dans le chat très bientôt un questionnaire justement pour donner votre avis, vos suggestions et nous vous donnons rendez-vous pour un prochain rendez-vous donc le 26 avril pour discuter encore des emballages alimentaires et je laisse la parole à Frédéric pour nous dire le mot de la fin.
Oui, merci. On est là. Effectivement, donc le prochain rendez-vous sera. On va essayer de faire un rendez-vous un peu plus long parce qu'on voit que ce sont des sujets. Il y a beaucoup de matière et sur 1 heure et demie, c'est un peu court pour aller très en détail sur le sujet. Donc, on essaiera aussi de faire, si les conditions sanitaires le permettent. Bon, c'est bien parti a priori, mais on essaiera également de le faire en présentiel. Voilà. Donc, merci à tous. Merci aux intervenants. Pour leur présentation effectivement très intéressante. Et puis, on vous donne tous rendez-vous donc, pour la prochaine session en avril. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous.